Salut les amis, c'est Ben de Factory. Aujourd'hui, petite revue sur la présentation de la mise à jour de la mage de mai concernant les rois sorciers. Je vais pas rentrer dans le détail, là c'est vraiment une petite vidéo que je voulais faire à chaud. La mise à jour est sortie hier soir, donc juste vous parler de quelques gros points changements. Après je fais des tests et on en rediscute. Et là je ferai une vidéo complète. Commençons par la règle de base des rois sorciers, à savoir les rituels. Au niveau des règles d'armée, ça n'a pas changé, vous pouvez toujours avoir 5 unités dans votre warband. Si votre 5e unité c'est une unité de mortel, de Rajakur, d'Anur par exemple. Ils ont juste rajouté voilà, les mots-clés comme on retrouve dans pas mal de livres d'armée maintenant, avec les mortels pour les humains, les titans, choses comme ça. Concernant les rituels qui nous intéressent le plus, donc maintenant les rituels, plus besoin de vous tracasser à aller sur les objectifs, le système a complètement changé. Maintenant, en fait, tout simplement, vos sorciers vont pouvoir lancer des rituels, mais ça sera qu'un seul rituel par sorcier, ce qui est vachement plus logique, je trouve. En fait, je pense qu'il y a une volonté de nerfer un petit peu et puis de rendre encore plus fluff la règle d'armée. C'est-à-dire que c'est un de vos sorciers va entamer un rituel et c'est lui qui va le tenir. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas lancer d'autres rituels. Donc, à votre phase de suprématie, que votre sorcier soit sur table ou non, alors il y a besoin qu'il soit en vie bien évidemment, mais quand votre sorcier est en vie, et même s'il n'est pas encore déployé, vous pouvez entamer un rituel à la fin de la phase de suprématie, donc dès le T1 par contre maintenant, et il va commencer avec un nombre de marqueurs égal au nombre de tours. Donc plus on va aller dans la partie, et plus les rituels vont être faciles à faire entre guillemets, parce qu'ils vont démarrer plus haut. Pour les agrémenter après, donc comme je disais, plus besoin d'aller sur les objectifs, par contre vous allez avoir différentes manières d'agrémenter vos rituels. La première chose, c'est tout simplement dès que vous allez lancer un sort, et ben, vous allez pouvoir agrémenter un rituel de la même cour. Ensuite, vos unités élémentaires vont avoir un rôle clé maintenant, parce que les unités élémentaires vont avoir un événement de tirage qui va faire que quand ils vont s'activer, leur événement de tirage va leur permettre d'agrémenter un rituel toujours de leur cour. Et ensuite, tout simplement, un sorcier peut faire une action, quand il s'active, une action de rituel pour mettre un marqueur sur un rituel de son choix. Commençons par la règle de base des rois sorciers, à savoir les rituels. Au niveau des règles d'armée, ça n'a pas changé, vous pouvez toujours avoir 5 unités dans votre warband. Si votre 5e unité c'est une unité de mortel, de Rajakur, d'Anur par exemple. Ils ont juste rajouté voilà, les mots-clés comme on retrouve dans pas mal de livres d'armée maintenant, avec les mortels pour les humains, les titans, choses comme ça. Concernant les rituels qui nous intéressent le plus, donc maintenant les rituels, plus besoin de vous tracasser à aller sur les objectifs, le système a complètement changé. Maintenant en fait, tout simplement, vos sorciers vont pouvoir lancer des rituels, mais ça sera qu'un seul rituel par sorcier, ce qui est vachement plus logique je trouve. En fait, je pense qu'il y a une volonté de nerfer un petit peu et puis de rendre encore plus fluff la règle d'armée. C'est-à-dire que c'est un de vos sorciers va entamer un rituel et c'est lui qui va le tenir. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas lancer d'autres rituels. Donc, à votre phase de suprématie, que votre sorcier soit sur table ou non, alors il y a besoin qu'il soit en vie bien évidemment, mais quand votre sorcier est en vie, et même s'il n'est pas encore déployé, vous pouvez entamer un rituel à la fin de la phase de suprématie, donc dès le T1 par contre maintenant, et il va commencer avec un nombre de marqueurs égal au nombre de tours. Donc plus on va aller dans la partie, et plus les rituels vont être faciles à faire entre guillemets, parce qu'ils vont démarrer plus haut. Pour les agrémenter après, donc comme je disais, plus besoin d'aller sur les objectifs, par contre vous allez avoir différentes manières d'agrémenter vos rituels. La première chose, c'est tout simplement dès que vous allez lancer un sort, et ben, vous allez pouvoir agrémenter un rituel de la même cour. Ensuite, vos unités élémentaires vont avoir un rôle clé maintenant, parce que les unités élémentaires vont avoir un événement de tirage qui va faire que quand ils vont s'activer, leur événement de tirage va leur permettre d'agrémenter un rituel toujours de leur cour. Une petite précision quand même, donc les deux premières façons que j'expliquais pour agrémenter les rituels, et au démarrage, ce qu'ils appellent l'élémental discharge. À chaque fois que vous lancez un nouveau rituel, il démarre avec X marqueur rituel, X étant le nombre du tour, mais c'est quand même maximum 5. Donc vous démarrez un rituel au tour 1, il commence avec un marqueur. Vous démarrez un rituel au tour 3, il va commencer à 3 marqueurs. Vous commencez un rituel au tour 5, il va commencer à 5 marqueurs. Vous en commencez un au tour 7, 8, 9, 10... peu importe, il commencera avec 5 marqueurs. La plupart des rituels sont à 7 en seuil de réussite. Donc, plus on va aller dans la partie, et plus, en fait, notre armée va avoir une facilité à lancer ses rituels rapidement en fin de partie. Donc, ça reste une armée qui va être plus efficiente au niveau de la fin de partie. Maintenant, on va continuer avec les règles de suprématie. Donc, elles ont toutes changé.
Donc le Maharaja, notre général qui était clairement le favori avant parce que sa suprématie était clairement au-dessus des autres. Maintenant, je pense qu'il va y avoir match parce qu'elles sont toutes intéressantes quasiment et on a vraiment presque toutes envie de les jouer. On va revenir en détail, mais clairement la sorcière, moi, elle me fait grave de l'œil. Maintenant, elle a quand même un truc imposé qui fait que, en fonction de ce que vous allez voir jouer, vous la prendrez pas forcément en général. Mais le Maharaja reste une suprématie un petit peu dans la veine de ce qu'il avait. Donc l'élémentale confluence, elle est toujours active. Pour rappel, avant, c'est quand vous étiez, votre Maharaja était le général, quand vous faisiez une action de rituel avec un personnage sorcier, vous faisiez une deuxième action de rituel gratuitement sur un autre, vous agrémentiez un deuxième rituel d'un cran. Là maintenant c'est un petit peu différent, mais on garde sur le même principe, c'est à dire que maintenant ça va être quand vos unités élémentaires vont utiliser leur événement de tirage pour agrémenter un marqueur rituel sur un rituel en cours, vous allez automatiquement rajouter un marqueur rituel sur chaque rituel en cours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, toujours de la même cour. Donc vous activez des Efrit Flamecaster par exemple, ils vont agrémenter de 1 tous les rituels du feu que vous avez en cours. Et en plus, si jamais, grâce à cet événement de tirage, vous terminez un rituel en cours, donc vous arrivez à atteindre son seuil de maximum, et bien vous pouvez déclencher tout de suite un nouveau rituel. Ça, c'est plutôt pas mal. Et deuxièmement, on nous indique aussi que le Maharaja, il peut sélectionner 2 cours. C'est-à-dire que avant il avait cours du feu ou cours de l'air. Maintenant, il va choisir, quand il va choisir sa cour, il en aura 2. Et il reconnaîtra surtout tous les sorts des cours, en fait, au niveau des 2 cours. Ça, c'est plutôt cool. Notre amie la sorcière, eh ben, sa suprématie, c'est l'omnipotence. Ils n'ont pas changé de nom. Pareil, suprématie toujours active. Donc la première partie de sa suprématie fait que tous les personnages de votre armée doivent être de la cour du Warlord. Donc si votre sorcière est votre général, vous allez forcément jouer monocour. C'est une obligation de par sa suprématie. Donc ça, déjà, ça vous donne une restriction. Ensuite, quand un personnage allié va lancer un sort, s'il fait un succès de 4 ou plus sur son lancement de sort, il va immédiatement pouvoir faire une action gratuite de lancement de sort supplémentaire. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on vous précise bien qu'il peut le faire qu'une seule fois par activation. C'est-à-dire que si vous enchaînez les succès à 4+, vous n'allez pas pouvoir enchaîner les sorts non plus. Donc, vous faites un premier sort à 4+, à 4 succès ou plus, vous allez pouvoir lancer un deuxième sort, mais ça s'arrête là. Vous ne pourrez pas en lancer 15 000. Heureusement. Et après, un même personnage ne peut pas lancer 2 fois le même sort. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, ça laisse un petit garde-fou. Donc ça, c'est assez cool. Et on vous précise que chaque sort ne peut pas être lancé plus que 3 fois par round. Donc on prend en tête que vous allez pouvoir lancer pas mal de sorts. Donc clairement la sorcière, si vous allez vouloir jouer vraiment sur la magie et lancer des sorts à tout va, c'est votre général qu'il faut prendre. Parce que là, il va vous permettre vraiment de lancer beaucoup de sorts. Maintenant, il y a quand même des garde-fous où vous n'allez pas pouvoir lancer plus de 3 fois le même sort, et là c'est pas précisé par personnage. Donc c'est justement au niveau de l'armée en fait. Ça va vous éviter typiquement de lancer une boule de feu avec un personnage, une autre boule de feu avec un autre personnage, une autre boule de feu avec un autre personnage, et une 4e boule de feu avec un autre personnage. Ça ne sera pas possible, vous êtes limité à 3 fois le même sort par tour dans l'armée. Donc ça c'est bien d'avoir mis un petit garde-fou là-dessus. Continuons avec le Rage qui va avoir maintenant accès à 4 cours différentes. Il n'est plus automatiquement la cour du feu et la cour de l'air comme avant. Maintenant, il va falloir sélectionner sa cour. Donc, je vais me concentrer sur les cours qui sont jouables pour le moment, donc la cour du feu et la cour de l'air. Concernant la cour du feu, si vous le sélectionnez de la cour du feu, il va donc donner comme règle que si vos élémentaires du feu, ils vont gagner la cour, tous les élémentaires de la cour du feu, pardon, ils vont gagner un événement de tirage, Fan the Flame, qui fait que si vous avez un token enflammé dessus, vous allez pouvoir décider de l'enlever, ce statut d'enflammé, pour gagner la règle Deadly Blade ou Deadly Shot. Donc ça va clairement vous booster, mais vous allez vous enlever le marqueur. On verra un petit peu plus tard, en fait maintenant il y a un système de marqueur d'enflammer. Avec la cour du feu, vous allez pouvoir enflammer vos unités ou enflammer vos adversaires pour donner des bonus divers et variés. Si vous le mettez de la cour de l'air, vous allez tout simplement donner la règle opportuniste à tous vos élémentaires. Donc là clairement, l'armée full air, clairement on a envie de mettre le rage en général pour donner l'opportuniste à toute son armée. Enfin à tous ses élémentaires du moins. Je vais pas faire une revue détaillée, maintenant je vais juste vous balancer quelques changements que j'ai repérés après une ou deux petites survolages du livre, parce qu'il y a quand même énormément de changements, donc pour vous faire un truc un peu plus complet
et plus objectif. Je vais attendre un petit peu et faire quelques tests, faire 2-3 parties avec ce nouveau livre d'armée, clairement, pour pouvoir vous faire un retour un peu plus constructif et plus détaillé. Là, en gros, moi, ce que j'ai retenu, c'est que le Maharaja, déjà, il passe prêtre 8. Il est sorcier 8 maintenant, et puis 7. Énormément de changements au niveau de tous nos objets magiques, des maîtrises. Tout a été revu, donc je ne vais pas rentrer dans le détail là tout de suite. Je vais vraiment vouloir les tester pour voir un petit peu les changements sur table, ce que ça donne. Et notamment les rituels aussi, les nouvelles mécaniques, parce qu'il y a tellement de changements que je préfère tester avant. Mais voilà, après au niveau des unités, il y a quelques revues de coups en point, les Efrites notamment qui ont un peu pris. Maintenant, ils ont pris aussi des buffs. Le Rage qui a complètement changé, qui prend le Forward Force maintenant, qui fait que du coup il gagne le flank pour lui et son unité. Donc ça c'est extrêmement fort, enfin c'est extrêmement intéressant en tout cas. Si vous le mettez équipé, le boon de la maîtrise notamment, on est des éléments qui faisaient qu'on transformait nos sorciers en brutes, qu'on payait avant 40 points. Je trouvais ça extrêmement cher pour juste mettre le statut de brute, on n'avait rien d'autre à côté. Parabellum a dû entendre mes grognements dans mes rêves. C'est que maintenant ça coûte plus que 15 points et en plus le personnage gagne plus de points de vie, plus de attaques et il gagne l'impact 3. Donc ça devient une vraie brute avec les mêmes caractéristiques grosso modo que les Efrites ou que les Djinns. Donc ça c'est quand même super bien. Grâce à ça et un nouvel équipement qui a complètement changé, on peut avoir un Rage qui a 9 attaques avec le Flurry et le Fall Strike. Donc là on va avoir un Rage qui va commencer à meuler mais grave. Donc c'est super intéressant, un vrai personnage de corps à corps. On a des mécaniques maintenant pour augmenter notre cleave, mais plus juste cleave 1 comme on avait avant avec le sort du Rage. Maintenant on a un vrai plus 1, donc potentiellement on peut passer des Mahabharti à cleave 2. Le Serdar n'est plus un personnage un petit peu inintéressant on va dire par rapport au sorcier, parce que là il a un vrai réel intérêt, et c'est clairement la prochaine partie je vais le jouer direct. Ça devient un vrai personnage de corps à corps, il est vraiment intéressant, son cleave 1 de corps à corps de base, Fall Strike, Clash 3, avant on n'était pas du tout là-dessus, hein. Avant il n'avait pas de cleave, il n'avait pas de Fall Strike, il avait juste un Clash 2. Là Clash 3, cleave 1, Fall Strike, ça commence à envoyer du lourd, surtout avec les mécaniques de boost qu'on va pouvoir avoir. On a perdu la mécanique de soin qu'on avait avant, où à chaque fois qu'on lançait un sort sur une unité de la cour, de la même cour que le sort, on soignait de 2, maintenant ça c'est fini. Par contre on a des vrais sorts de soins, et des vraies mécaniques de soins via des sorts, ou même des rituels qui permettent de soigner potentiellement quasiment toute la table si c'est joué au bon moment. Alors là il faudra vraiment que les planètes s'alignent, mais la mécanique de soins a changé, et on tombe sur une mécanique plus standard qu'on retrouve sur les autres armées, avec des vrais sorts de soins qui soignent cash d'un certain nombre. On a toujours des mécaniques particulières via les rituels, ou via des équipements spécifiques. Mais voilà, on gagne des sorts de soins, et en plus on en a plusieurs, parce qu'on va voir en fonction des domaines. Comme je vous disais, on voit la cour du feu et la cour de l'air rejointes par la cour de l'eau et la cour de la terre. La cour de l'eau va être clairement une cour un peu plus basée sur le soin, on s'en doutait. La cour de terre, la cour un peu plus tanky. La cour de l'eau va avoir beaucoup d'unités de cavalerie. La cour de la terre, surtout des unités de brutes. Le Mahut, bien évidemment, est de la cour de terre, comme ça avait été pressenti. Que dire d'autre? Eh bien, que de bonnes nouvelles. Moi, je suis hypé de fou par ce nouveau livre des rois sorciers. Je répète, pour moi, c'est clairement un nouveau livre d'armée. C'est même plus une mage pour moi. Enfin, il y a eu tellement de changements en fait. Là, on tombe vraiment sur une nouvelle armée, parce que vous allez voir que les changements font que on va plus du tout la jouer de la même façon et appréhender les unités d'une façon différente. Les mécaniques de la cour du feu va pouvoir enflammer ses unités et enflammer ses adversaires pour se buffer, comme je disais précédemment. La cour de l'eau et la cour de la terre, eux, vont mettre des tokens sur la table qu'on va représenter avec des tokens qui seront de la taille de stand, et ça va vous donner des bulles autour de zones dans l'eau et des zones de terre qui vont buffer vos unités. Donc encore une mécanique très intéressante, mais ça on verra ça plus en détail quand on aura les unités physiques qui sortiront, parce que là pour l'instant on n'a que les profils, on n'a pas encore les unités, donc c'est pas figé dans le marbre, ça peut encore évoluer. En tout cas pour ma part je suis super hypé par ce nouveau livre, énormément de choses à relire, à relire et à relire, à tester, à retester, beaucoup de choses, beaucoup de variances, donc on se revoit dès que j'ai fait mes tests. Et je vous refais une vidéo vraiment complète, plus en profondeur, sur les changements et sur les règles et comment appréhender l'armée maintenant.